Nous allons passer maintenant à la dynamique, c'est-à-dire introduire la notion de force. La cause du mouvement n'est pas à chercher dans la vitesse, mais dans son accélération. C'est l'accélération qui nécessite une cause. La première loi de Newton est simple, tout objet conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme en absence de force, la force étant la cause. Donc s'il n'y a pas de force, la vitesse reste constante en direction et en intensité. La deuxième loi dit simplement que l'accélération est proportionnelle à la force résultante et que le facteur de proportionnalité est ce qu'on appelle la masse d'inertie. Plus la masse d'inertie est petite et plus grande sera l'accélération, pour autant qu'on agisse avec la même force. Le petit film qui suit vous montre effectivement le mouvement de différents corps avec différentes masses d'inertie. Nous analyserons plus tard ce genre d'expérience. Sur un verre de table, plaçons une feuille de papier et sur celle-ci une pièce de monnaie. Si l'on tire rapidement sur la feuille, la pièce tombe dans le verre. Compliquons l'expérience en plaçant sur une bouteille à colle large un anneau taillé dans une bouteille en plastique. La pièce est posée au-dessus de l'anneau. En frappant l'intérieur de l'anneau avec une règle, la pièce retombe toujours dans la bouteille. La troisième loi de Newton est très importante. Elle nous dit simplement que s'il existe une force de A sur B, il doit exister une force de B sur A. Les forces apparaissent toujours par paires. Cette loi dit aussi que le vecteur force qui agit de A sur B doit être égal à moins le vecteur force qui agit de B sur A. C'est-à-dire que les forces ont les mêmes intensités, la même direction, mais sont de sens opposé. La force qui agit de B sur A apparaît dans l'équation du mouvement du corps A, et la force qui agit de A sur B apparaît dans l'équation du mouvement du corps B. Le petit film qui suit illustre l'action de ces forces réciproques. Cette expérience illustre la troisième loi de Newton, appelée aussi principe de l'action et de la réaction. Un aimant et un morceau de fer de même dimension sont placés dans deux bouchons en plastique qui leur permettent de flotter sur l'eau. Au bout de très peu de temps, on voit les deux bouchons s'approcher l'un de l'autre avec la même vitesse, montrant ainsi qu'ils sont soumis à des forces égales et opposées. En physique, on étudiera deux types de forces. Il y a d'abord les forces fondamentales, les quatre forces qui apparaissent dans l'univers, la gravitation, les forces électromagnétiques, les forces nucléaires fortes et les forces nucléaires faibles. Ensuite, il y a des forces phénoménologiques comme par exemple les frottements ou les élongations, les déformations d'objets. On les appelle phénoménologiques parce qu'on ne cherche pas à les expliquer en utilisant les quatre forces fondamentales. Nous commencerons par la force universelle de gravitation qui explique par exemple le mouvement des planètes. La force universelle de gravitation inventée par Newton dit qu'entre deux corps de masse m1 et m2, il existe une force d'attraction qui est proportionnelle à une constante grand G, à la masse du premier, à la masse du deuxième et inversement proportionnelle à la distance qui sépare ces deux corps au carré. La constante grand G vaut 6,6710-11 mètres cubes, kilogramme exposant -1, seconde exposant -2. La gravitation universelle nous dit donc que la Terre attire cette pomme et que la pomme attire cette Terre. Calculons la force de gravitation entre la Terre et la pomme. La masse de la Terre vaut à peu près 6,10 exposant 24 kg. Le rayon de la Terre vaut 6,38 10 exposant 6 mètres. La pomme se trouve donc à 6,38 10 exposant 6 du centre de la Terre. Donc je calcule le rayon de la Terre au carré.
Je calcule la valeur de G fois la masse de la Terre et je trouve donc que la force de la Terre sur la pomme vaut à peu près 9,8 fois la masse de la pomme, que je note aussi masse de la pomme fois petit g. Cette force d'attraction sur Terre s'appelle simplement le poids. Et la valeur de petit g, c'est grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. La force qu'exerce le Soleil sur la Terre est donnée par la même loi de gravitation universelle. Les petits symboles, le rond avec le point désigne simplement le Soleil et le rond avec la petite croix au-dessus désigne simplement la Terre. Les masses qui apparaissent dans cette loi sont appelées les masses gravitationnelles. Je peux donc écrire l'équation du mouvement de la Terre. La masse de la Terre fois l'accélération de la Terre est égale à la force qu'exerce le Soleil sur la Terre. La masse qui apparaît devant l'accélération était la masse d'inertie. La masse qui apparaît dans la force de gravitation est la masse gravitationnelle. Newton suppose que ces deux masses sont égales et donc on peut simplifier et obtenir que l'accélération de la Terre est indépendante de la masse de la Terre. Nous savons que la force de gravitation de la Terre sur la pomme, c'est la masse de la pomme fois petit g, et cette force est aussi égale à la force qu'exerce la pomme sur la Terre. Si on calcule l'équation du mouvement de la pomme et l'équation de mouvement de la Terre, on voit que l'accélération de la pomme est petit g, tandis que l'accélération de la Terre est la masse de la pomme divisée par la masse de la Terre fois petit g. On voit donc bien que c'est la pomme qui tombe, parce que la masse de la Terre est évidemment gigantesque par rapport à la masse de la pomme. Appliquons la loi de Newton avec nos connaissances sur le mouvement circulaire uniforme. Nous savons que le Soleil attire la Terre et qu'en conséquence la Terre a une accélération qui est g fois la masse du Soleil divisée par la distance entre le Soleil et la Terre au carré, l'accélération étant dirigée de la Terre vers le Soleil. Cette accélération est dirigée vers le Soleil. Donc si la Terre a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil, on a bien une accélération centripète. L'accélération dans le mouvement circulaire vaut oméga carré r, et donc oméga carré r doit être égal à g fois la masse du Soleil divisé par r carré. Donc j'obtiens un lien entre oméga carré et g fois la masse du Soleil divisé par la distance au cube. Oméga par définition est 2pi sur la période, et donc je trouve que 2pi sur la période est la racine carrée de g fois la masse du Soleil divisé par r cube. La masse du Soleil est de 10 exposant 30 kg, donc g fois la masse du Soleil est 13,3 10 exposant 19. La distance Terre-Soleil est d'1,5 10 exposant 11 mètres. Je peux donc calculer g fois la masse du Soleil divisé par la distance au cube, qui fait 3,96 10 exposant moins 14. En conséquence, la vitesse angulaire oméga vaut 2 10 exposant moins 7 par seconde, ce qui donne une période de presque égale à pi 10 exposant 7 secondes, c'est-à-dire de 365 jours. Toutes les lois de Newton sont valables dans ce qu'on appelle un référentiel inertiel. Supposons qu'on ait deux référentiels différents, un centré en A et un autre centré en B, tous les deux étudiant le mouvement d'un point P. Grâce à l'addition vectorielle, on peut donc dire que le vecteur AP est égal au vecteur AB plus BP, c'est-à-dire la position du point P dans le référentiel A est égale à la position du point P dans le référentiel B plus le vecteur qui va de A vers B. Si je dérive par rapport au temps cette équation, je peux donc dire que la vitesse du point P par rapport à A est égale à la vitesse du point P par rapport à B plus la vitesse de B par rapport à A. C'est l'équation fondamentale des compositions des vitesses. La vitesse d'un point dépendra du référentiel dans lequel on le mesure. On peut encore dériver cette équation et obtenir que l'accélération du point P par rapport à A est égale à l'accélération du point P dans le référentiel B plus une accélération de B par rapport à A. On voit donc que les accélérations d'un point P dépendent effectivement du référentiel. Et les lois de Newton ne seront valables que s'il n'y a pas d'accélération relative entre différents référentiels. Et donc ces référentiels-là, qui sont tous en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres, seront considérés et appelés comme des référentiels inertiels. La troisième loi de Newton des forces réciproques doit être bien comprise.
Illustrons cette situation avec un cas simple. Si je tire horizontalement une masse de 2 kg avec une force de 15 newtons, j'écris l'équation ma égale F, la masse est 2, la force est 15, je trouve donc très facilement une accélération de 7,5 mètres par seconde carré. Maintenant, supposons que ce bloc de 2 kg est attaché à un bloc de 3 kg et qu'on tire avec 15 newtons sur ce bloc de 3 kg. Il doit exister une force de B qui agit sur A pour que A puisse être en mouvement. De même, il existe la force réciproque de A sur B. Ces forces réciproques n'apparaissent pas dans les mêmes équations. La masse de B fois l'accélération de B est égale à la force de 15 newtons avec laquelle je tire sur B, moins la force de A sur B, alors que la masse de A fois l'accélération de A contient, elle, la force de B sur A. Donc les équations s'écrivent 3 fois l'accélération de B égale 15 moins la force de A sur B, et 2 fois l'accélération de A égale la force de B sur A. Ce qui n'est pas dit dans l'énoncé mais qui est évident, c'est que le mouvement de A et le mouvement de B se font à même vitesse. A ne rattrape pas B et A ne s'éloigne pas de B. Donc la vitesse de A doit être égale à la vitesse de B. En conséquence, l'accélération de A doit être égale à l'accélération de B. J'ai donc cette fois-ci deux équations avec deux inconnus, puisque l'accélération de B est égale à l'accélération de A. La technique pour résoudre ces deux équations est simplement de les additionner. 3A plus 2A fait 5A. 15 moins la force de A sur B plus la force de B sur A, ces deux forces sont égales, donne simplement 15. Et donc je trouve l'accélération de A qui vaut 3 mètres par seconde carré. L'accélération valant 3 mètres par seconde carré, je trouve tout de suite la force de B sur A, puisque c'est 2 fois cette accélération. Donc la force de B sur A, qui est égale à la force de A sur B, est de 6 newtons. Cette technique qui consiste à additionner les équations du mouvement nous donne toujours un résultat intéressant. Supposons que j'ai trois corps, le corps A, B et C, avec entre eux toutes les forces possibles entre A et B, A et C et B et C. Si j'additionne les trois équations du mouvement, eh bien, comme les forces réciproques s'annulent, la somme à gauche est simplement la somme des masses fois les accélérations, la somme des forces à droite fait exactement 0. Mais l'accélération est la dérivée de la vitesse. Donc si la masse de A fois l'accélération de A plus la masse de B fois l'accélération de B, etc. fait 0, je peux directement intégrer, ce qui veut dire que la masse de A fois la vitesse de A plus la masse de B fois la vitesse de B plus la masse de C fois la vitesse de C ne change pas au cours du temps, elle est donc une constante. Donc l'existence de la troisième loi de Newton et des forces réciproques fait qu'apparaît une quantité importante qui est la masse fois la vitesse, qu'on appelle quantité de mouvement, et l'existence de ces forces réciproques font que la somme de ces quantités de mouvement ne change pas au cours du temps. Ces vitesses dépendent du référentiel, donc la quantité de mouvement dépend aussi du référentiel. On peut donc examiner la constante de la quantité de mouvement totale dans un référentiel A ou dans un référentiel B. Donc, si la quantité de mouvement total, disons, de deux corps est constante dans le référentiel A, je peux exprimer la vitesse du point A par rapport au référentiel A en le comparant à la vitesse du point A dans un autre référentiel B. Et donc, par manipulation d'équations, j'arrive à trouver que si la quantité de mouvement total est une constante dans le référentiel A, elle est aussi une constante dans le référentiel B pour que ce soit une loi universelle et que ça amène l'obligation que la somme des masses, ma plus mb, doit aussi être une constante. Donc la troisième loi de Newton et l'existence des forces réciproques va amener à l'obligation que la masse totale ne peut pas changer au cours du temps. Comme la vitesse est la dérivée de la position, je peux donc conclure de la constance de la quantité de mouvement totale au fait que la masse de A fois la position de A, plus la masse de B fois la position de B, plus la masse de C fois la position de C, est cette constante fois le temps. Cela va nous permettre d'introduire un point fictif qu'on appelle le centre de masse ou encore le centre de gravité. On définit la position de ce point fictif centre de masse G en faisant la somme des produits des masses par les positions de ces masses et en divisant par la masse totale.
Par exemple, prenons deux corps, le corps A avec une masse de 2 kg, le corps B avec une masse de 3 kg, dans un référentiel centré en haut et déterminons l'équation du centre de masse. Nous avons donc 5 kg qui est la masse totale fois la position du centre de gravité égale 2 fois la position de A plus 3 fois la position de B. En manipulant cette équation, c'est-à-dire en décomposant OG comme OA plus AG, on arrive à montrer que le vecteur AG qui va de A vers le centre de gravité est 3/5 du vecteur qui va de A vers B. On généralise évidemment aisément la position du centre de masse en disant que la masse totale fois la position du centre de masse est simplement la somme sur toutes les masses en présence, depuis I égale 1 jusqu'à N, du produit de la masse I multiplié par la position de cette masse I. Prenons par exemple 4 masses, une masse 1, une masse 2, une masse 4 et une masse 3, localisées aux coordonnées indiquées, donc la masse 1 étant 1, 2, la masse 2 étant moins 1, 0, etc. On multiplie les coordonnées par les masses, donc une fois 1, 2, ça fait 1, 2, 2 fois moins 1, 0 fait moins 2, 0, et ainsi de suite. La masse totale étant de 10, on additionne toutes ces quantités et on divise ensuite par 10 pour trouver la position du centre de masse. On trouve alors que le point G se trouve en 14 dixièmes et en 4 dixièmes. Si ce système de 4 masses est fermé, c'est-à-dire qu'il y a toutes les forces entre toutes ces masses, eh bien c'est ce point fictif qui est en mouvement rectiligne uniforme. Cette petite expérience illustre encore la propriété du centre de masse. Le centre de gravité d'un balai a été matérialisé par la bague jaune collée sur son manche. Posons le balai sur l'index des deux mains, placées à des distances inégales de la bague. En rapprochant les deux mains, on constate que c'est la main la plus éloignée de la bague qui glisse en premier. Ensuite c'est l'autre, et ainsi de suite. Les deux mains se rejoignent donc au centre de gravité du balai. Recommençons la manipulation. Cette fois, c'est la main gauche qui a été éloignée de la bague. La force de frottement entre le doigt et le manche du balai est d'autant plus faible que la main est loin du centre de gravité. C'est pourquoi c'est cette main qui glisse la première. La conservation de la quantité de mouvement totale est fondamentale en physique. Prenons un exemple. J'ai un camion de 800 kg qui roule vers la droite à la vitesse de 60 km à l'heure. Et Superman, qui a une masse de 80 kg, arrive avec une vitesse de moins 60 km à l'heure, c'est-à-dire il vole vers la gauche. Et essayons de voir si Superman peut arrêter ce camion. La quantité de mouvement total est donc la masse du camion fois la vitesse du camion, plus la masse de Superman fois la vitesse de Superman. Attention, la vitesse de Superman est négative. On trouve comme quantité de mouvement total 43 200 kg/km par heure. Après l'impact, Superman reste accroché au camion, donc il a la même vitesse que le camion. La quantité de mouvement après est donc la masse du camion plus la masse de Superman, c'est-à-dire 880 kg, fois la vitesse après le choc. Cette quantité doit valoir 43 200 et donc je trouve que la vitesse après l'impact est de 49,1 km par heure. La conservation de la quantité de mouvement est aussi utilisée pour fabriquer ce qu'on appelle des moteurs à réaction. De l'air froid rentre à l'intérieur du réacteur, on chauffe cet air froid à l'intérieur du réacteur et il ressort à plus grande vitesse à l'extérieur. Pour que la quantité de mouvement total soit conservée, il faut forcément que ce moteur qui est attaché à l'avion se déplace vers la gauche. La conservation de la quantité de mouvement total nous dit donc que la masse d'air multipliée par la vitesse de l'air froid doit être égale à la masse d'air multipliée par la vitesse de l'air chaud moins la masse de l'avion multipliée par la vitesse de l'avion. Donc l'avion se déplace bien et cette vitesse va dépendre évidemment de la masse de l'avion, mais de la différence de vitesse entre l'air chaud et l'air froid. Chaque
chaque seconde, une quantité d'air rentre dans la turbine du moteur. Cela nous donne ce qu'on appelle un débit massique, D, qui est mesuré en kilogrammes par seconde. Et si on multiplie ce débit massique de kilogrammes par seconde par la différence de vitesse entre l'air chaud et l'air froid, on a bien une force mesurée en newtons. Typiquement, dans les moteurs à réaction classiques d'avion, on arrive à une force de l'ordre de 1,6 million de newtons. Placer correctement les forces et la réciproque des forces pour obéir à la troisième loi de Newton est très important. Par exemple ici, réfléchissez comment le cheval avance et tire cette charrette, puisqu'il y a bien une force du cheval sur la charrette, mais la force réciproque est égale et elle s'applique de la charrette sur le cheval. La quantité de mouvement est par définition le produit de la masse par la vitesse. La dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la force. Je peux donc intégrer par rapport au temps. J'ai donc la variation de la quantité de mouvement après moins la quantité de mouvement avant, est égale à l'intégrale entre l'instant t1 et t2 du produit de dt par le vecteur force. L'intégrale de la force entre t1 et t2 s'appelle l'impulsion.